il y a quelque chose qui s'est ajouté là-dessus, c'est que cette mise en demeure, auparavant, n'était ouverte qu'aux propriétaires vendeurs. Elle n'était pas ouverte à l'acquéreur évincé. Et on a voulu réparer, si vous voulez, cette... il y a une jurisprudence qui disait, de manière constante, que l'acquéreur évincé ne pouvait pas actionner pour que la SAFER soit obligée de payer le prix et de signer l'acte dans un délai de 15 jours après la mise en demeure. Et donc le législateur est intervenu et a essayé d'ajouter au texte, et malheureusement de manière un petit peu pas très claire, en indiquant l'action en nullité, donc cette réforme, appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption. Donc, pour tous ceux qui ont lu ce texte au début, ça paraissait bon. Alors, il y avait parallélisme des formes, pas parallélisme des formes, mais l'acquéreur évincé avait les mêmes droits. Donc, le droit de mettre en demeure la SAFER. Et ce que nous avons soutenu dans un dossier, et on a une décision, je dirais, un petit peu à contre-courant, du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui dit que, finalement, qui fait une distinction entre la mise en demeure et l'action pour constater la nullité. Il dit, l'acquéreur évincé, compte tenu de la réforme législative, a effectivement maintenant la recevabilité pour agir en nullité, mais il n'a pas qualité pour mettre en demeure. Alors je trouve que c'est un petit peu anormal dans la mesure où l'action implique nécessairement la diligence initiale pour la mettre en œuvre ensuite. Mais on a cette jugement qui n'est pas définitif du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a été porté devant la cour d'appel, et on voit qu'il y a une forme de résistance à cet égard pour donner les mêmes droits à l'acquéreur évincé. Voilà sur les délais. Maintenant, sur le contentieux du détournement de pouvoir, également la garantie, et là je me suis retourné vers quand même quelqu'un qui est fondamental, c'est le doyen Auriou, pour aller voir ce qu'il avait écrit, parce que véritablement je me disais, on est sous le contentieux de l'excès de pouvoir, et j'ai été voir la définition qu'il donnait du détournement de pouvoir, le doyen Auriou, en donnant, il la range en deux catégories. Il y a cette citation qui est au niveau du paragraphe 21, et il voit deux hypothèses. L'hypothèse où elle n'a pas été faite, où elle n'aurait pas dû être employée, la prérogative de puissance publique. Et ça rejoint exactement ce que disait Bernard Peigneux tout à l'heure sur la préemption hors champ d'application des dispositions du Code rural. Le doyen Auriou aurait expliqué qu'il s'agissait d'une forme de détournement de pouvoir en réalité, puisque ça n'a pas été fait la prérogative n'a pas été utilisée pour ce qu'elle aurait dû être employée. Donc le dépassement du champ de préemption est considéré dans son mécanisme intellectuel, qui me semble effectivement le mieux, comme une forme de détournement de pouvoir. Ce n'est pas le vocable ce n'est pas la qualification qui est utilisée par le juge pour annuler. Je ne crois pas qu'il parle de détournement de pouvoir, mais il me semble que finalement c'est ce moyen-là qu'il faudrait soulever quand la SAFER, par exemple, préempte sur des jardins ou, comme l'a expliqué très brillamment Bernard Peignot, sur des parcelles qui n'ont pas de vocation agricole. Donc, c'est ce premier temps du détournement de pouvoir. Et puis, naturellement, celui que l'on connaît beaucoup plus, c'est, comme il explique, elle use de son pouvoir discrétionnaire d'agir ou de ne pas agir pour des motifs qui ne sont pas conformes au bien du service. C'est le deuxième temps, et c'est ce qu'il ensuite, dans le développement qu'il fait, le doyen Auriou, et il explique, c'est l'atteinte la plus grave, et c'est la forme la plus grave du détournement de pouvoir. Et là, on arrive sur, naturellement, la notion de candidat prédéterminé. Donc cette distinction du doyen Auriou convient parfaitement finalement au contentieux des SAFER. On voit qu'on est très sur le détournement de pouvoir, ça colle à merveille. On est soit dans le dépassement du champ d'application, soit dans le candidat prédéterminé. Alors, monsieur le professeur, vous disiez
tout à l'heure que vous aviez eu d'une vente avant, revente avant l'achat, on serait, à mon avis, sur très parfaitement sur un détournement de pouvoir, parce que voilà, le candidat aurait été choisi avant même l'achat auprès du propriétaire vendeur exclu. Et remarquez que c'est une mise en vente, elle ne pouvait pas par hypothèse vendre un bien dont elle n'était pas propriétaire, mais c'est quand même le procédé. Voilà. Et donc, comment dire, ce contentieux du détournement de pouvoir, il a la même cause, c'est l'absence de fonds propres. Donc, la SAFER, elle ne va pas vouloir agir sans garantie. Donc, elle va chercher un candidat, et naturellement, on voit bien que la séparation est faible. On voit bien que entre la recherche de candidats et un candidat choisi, il n'y a qu'un pas qui est véritablement... c'est incolore, la frontière est extrêmement perméable. Et il y a certains indices. Alors, l'indice le plus frappant, c'est résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, qui avait constaté, un arrêt de 2001, 22 janvier. Voilà, la pratique de l'encaissement d'une somme préalable. Et ça, je dois dire que c'est une pratique qui est ultra répandue. Ça porte divers noms, la caution, le dépôt de garantie, je ne sais pas exactement quoi, l'indemnité d'immobilisation, les frais de recherche. Alors les frais de recherche c'est très faible, mais enfin, il y a beaucoup. Alors je sais, par exemple la SAFER de Corse, elle pratique ce mécanisme de manière quasi systématique. La SAFER de Basse-Normandie également. Et donc je mets ce point-là, qui est un élément pour le juge démonstratif du détournement de pouvoir, parce que comment admettre que, on parlait tout à l'heure de transparence et de loyauté avec une procédure d'appel d'offres. Comment, à notre époque, admettre la loyauté d'une procédure d'appel d'offres alors qu'il y a un des candidats qui va soumissionner qui a déjà payé une caution? C'est proprement... c'est totalement incompatible. Ce serait une cause dans les marchés publics, par exemple, une cause de nullité, mais immédiate. Comment? Non, parce que dans la plupart des cas, tous les candidats à la pétition crachent au bassinet. Et consignent la même. Il faut en revenir à l'origine des affaires. Attendez, donc Ah non, parce qu'ils ne peuvent pas l'encaisser. Ils n'encaissent pas. Donc le fait d'encaisser auparavant est une des formes sur lesquelles ce juge se fonde pour constater qu'il avait encaissé. Elle avait encaissé. En général, ils n'encaissent pas. Ah si, ben oui. C'est le crédit agricole qui fait le joint. Donc on voit bien la motivation de détournement de pouvoir, c'est parce qu'on veut se financer auparavant. Alors il y a d'autres possibilités, c'est encore, vous voyez, dans un arrêt récent du 3 mai 2010, la Cour d'appel de Limoges, c'est numéro 30, je l'ai cité, hein, je l'ai mis dans mes annexes, a annulé la décision de préemption de la SAFER Marche Limousin parce qu'il y avait une promesse unilatérale d'achat avant même la décision de préemption. On est toujours dans la même chose. Il avait signé une promesse unilatérale d'achat. Mais c'est répandu, hein.